Ok famille, je suis ici pour interviewer un Congolais qui est venu s'installer à Zanzibar. Donc ça c'est son complexe, le Paradis Boutique Hôtel. Tous les samedis, il a une partie, une fête sur le roof, sur le toit de son immeuble. Hello. Hi, how are you today? I'm good. On va parler en français? Ah bon? D'accord. Okay, ça va. Parce que c'est pour notre communauté Back to Africa. Ouais. Ok. Donc pour la diaspora africaine qui veut rentrer, investir au pays. Ouais. Et donc quand mon ami Pam, qui est derrière la caméra, m'a parlé de toi, je me suis dit il faut que je vienne pour interroger le frère qui est ici à Zanzibar. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter pour notre audience qui ne nous connaît pas? Et puis même l'endroit où on se trouve qui est magnifique d'ailleurs. Merci, je m'appelle Thomas Gigi. Je suis originalement du Congo. Je viens de faire 2 ans à Zanzibar où j'ai investi dans le secteur hôtelier. Okay. Je n'en connais pas beaucoup de mon pays qui soit ici, qui investi ici, Okay. ni moins encore d'autres qui viennent de l'Afrique centrale Okay. ou de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut commencer quelque part. Donc nous avons pensé que l'opportunité qu'offre cette île est unique. C'est notre Maldives d'Afrique. Tout à fait. Alors on a posé la première pierre. On a des frères et sœurs qui commencent à nous rendre visite Ok. et qui ont aimé cet endroit. Oui. Et nous pensons que ce n'est qu'un début. Excellent, excellent. Et qu'est-ce qui t'a emmené à Zanzibar? Tu connaissais Zanzibar? Parce que tu sais, avant de venir, je connaissais le nom, Ouais. mais je n'avais pas imaginé à quel point cette île est magnifique. Ouais. Et beaucoup de gens, en fait, quand je demandais, ne savent pas que Zanzibar se trouve en Afrique. Absolument. Ouais. C'est curieux, ouais. Oui. Ben, en fait, comment je connais Zanzibar? Bon, je viens quand même de l'Afrique centrale. Ok. Mais pendant le Covid, le Covid m'a trouvé dans la région. Ici? Ici. D'accord. J'ai vécu pendant 20 ans en Afrique du Sud. Oh. Donc je suis quelqu'un de la diaspora sud-africaine. D'accord. Donc j'ai vécu 20 ans en Afrique du Sud. Covid m'a trouvé, à ce moment-là, j'étais au Rwanda, à Kigali. Ok. Et on a été bloqué comme tout le monde là-bas en attendant que le Covid puisse se terminer. En fait, seule la Tanzanie était ouverte au tourisme. D'accord. Alors, je suis venu au mois de décembre pour visiter la Tanzanie parce qu'il n'y avait pas un autre endroit où on pouvait aller. D'accord. J'étais à Dar es Salaam, je suis venu à Zanzibar et j'étais ébloui par ce que j'ai vu. D'accord. L'idée était plantée, je me suis dit que je vais absolument tôt ou tard investir ici. D'accord. Quand tu dis tu as été ébloui, Ouais. qu'est-ce qui t'a épaté par rapport à l'île? C'est À juste l'île. Zanzibar ou c'est la Tanzanie en général? Bon, la Tanzanie en général, comme destination, c'est un beau pays. Ok. C'est un pays qui a plus de 60 millions de personnes. 60 millions? Ouais. Oh wow. C'est quand même un grand pays en Afrique. Et beaucoup de D'accord. gens ne le savent Ça, pas. je ne le savais pas non plus. Ouais, ouais. D'accord. Et en termes de marché, je veux dire pour des investisseurs, la Tanzanie c'est une terre vierge. Ok. 60 millions et puis ils ont de la côte, c'est un pays agricole. Donc d'abord la Tanzanie en lui-même, mais Zanzibar a un truc spécial. Comme vous avez vu, c'est une île qui est verte. Vous voyez la verdure de cette île. Exactement. C'est une ville qui a des plages comme jamais ailleurs. Paradisiaque. Paradisiaque. Ouais. Alors, c'est quand on arrive qu'on découvre qu'en fait, la beauté de cette île vous capte parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que tout ce temps vous avez vécu dans cette région sans avoir visité Zanzibar. Exactement. C'est seulement quand vous arrivez ici que vous dites, tiens, où est-ce que j'ai été? Parce qu'on a fait des vacances, c'est la tendance à tout le monde, quand il y a des vacances, d'aller à la plage, soit à Cape Town ou à Durban, pour ceux qui habitent l'Afrique australe, Voilà. ou aux Seychelles, ou à Maurice. Ouais. On a été partout là, mais ça c'est l'Afrique. Ça Ouais. c'est l'Afrique véritable. Quand vous êtes sur d'autres îles, vous n'avez pas vraiment l'aspect culturel africain prononcé comme vous en avez ici. D'accord. Ici, à Zanzibar, vous n'avez pas simplement à explorer la beauté de l'île, mais vous explorez la convivialité et l'aspect humain
des Zanzibaris et des Tanzaniens ici. En fait, ce que la Tanzanie et le Zanzibar ont de plus en Afrique, hein, c'est des pays qui ont promu le vivre ensemble et qui ne sont pas divisés au niveau des tribus ou des origines. Tout à fait, c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'il y a une forte population musulmane, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas la différence entre les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens et les musulmans. Pas du tout, pas du tout. Le vivre ensemble. Tout le monde, exactement. Le vivre ensemble ici, la cohésion sociale dans ce pays est unique. Et c'est ici comme en Tanzanie en général. En fait, depuis l'indépendance avec Mwalimu Julius Nyerere, ils ont promu la cohésion nationale. Ils n'ont pas encouragé les gens à s'identifier suivant leur tribu d'origine, aux familles d'origine, mais c'était plutôt comme Tanzanien. Et ils parlent Swahili tout le monde ici. Alors à Zanzibar, c'est encore, comme tu as dit, c'est à prédominance culture musulmane, mais la symbiose qu'il y a avec tout le monde qui arrive ici, c'est incroyable. Dis-toi bien que sur cette île, vous avez rarement des cas de vol. Parce que dans la culture ici, voler, c'est haram. Mais tout à l'heure, on était avec le chauffeur et il était dans son, comment ça s'appelle, le tuk-tuk. Et il a posé quelque part et il a pris son autre voiture. Je lui dis, mais tu laisses ça comme ça, c'est ouvert? Il me dit, il n'y a pas de problème, Hakuna Matata. Il me dit, même sa voiture, il va la laisser pendant... les gens ne volent pas ici. Non. Et tu sais, Gigi, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Moi, j'étais arrivée pour 1 ou 2 semaines. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un appartement ici, j'ai envie de rester. Mais cette île est magique. Il y a quelque chose avec Zanzibar. Et l'adaptation, je veux dire, était facile alors pour toi, une fois installé? Absolument facile. En fait, là où nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un village qui s'appelle Jambiani. Cette île ici, géographiquement, quand vous arrivez à Zanzibar, vous atterrissez à l'aéroport à Stone Town, et puis vous prenez la voiture pour aller sur la côte. Ça vous prendra en moyenne 1h20 minutes. Et vous arrivez dans des villages en fait. Ici, nous sommes à Jambiani, à côté il y a Paje, Makunduchi. C'est des villages qui sont en train de se développer. En fait, le tourisme se développe dans la communauté. Donc nous sommes entourés par les villages. Et dans ces villages, ils ont un chef du village qu'on appelle Sheha. Et le vieux du village ou les sages du village ont un mot à dire dans la gestion de la cité. Alors, si vous avez une préoccupation quelconque ou une plainte quelconque, non seulement vous avez l'assistance des autorités, mais vous avez l'assistance des sages du village. Donc vous vous immersez dans la culture africaine et dans la façon de gérer les problèmes à l'africaine. Si vous avez des complications qui sont au-delà de ce qu'ils peuvent gérer, naturellement, il y a l'autorité de l'État qui est là, qui va vous assister, mais nous vivons dans la communauté. C'est ce que j'ai compris en venant ici, parce qu'avant de venir, je me suis documentée un petit peu sur Zanzibar et j'entendais Jambiani, Paje, etc. Mais je n'avais pas compris que c'était des villages. C'est une fois que je suis arrivée que j'ai compris ça. Et quand tu expliques par rapport aux chefferie, c'est comme en Afrique centrale. Je vois au Cameroun, parce que moi je suis installée entre l'Angleterre et le Cameroun. Et le Cameroun, le chef du village a une grande responsabilité dans le fonctionnement du village et ce qui se passe à l'intérieur. Et en tant que étranger, enfin, je dis entre parenthèses, parce que quand on est africain, pour moi, on est africain. Absolument, on est chez soi. On est chez soi, exactement. L'adaptation ici ou l'acceptation par rapport aux Tanzaniens, est-ce que tu as senti... C'est le seul endroit en Afrique où j'ai été, où tu te sens à la maison. C'est le seul endroit. Dans tous les autres pays africains où j'ai été, on ne te le fait pas sentir, mais ici, ils ont dépassé ce niveau de te regarder par rapport à tes origines. C'est vraiment unique. Qu'est-ce qui fait ça des Tanzaniens par rapport au reste des pays africains? C'est ce que je dis à l'indépendance en 1960. Il y a eu le leader politique qu'ils avaient à l'époque, Nyerere. Il a
demander aux Tanzaniens de s'identifier comme des Tanzaniens. Alors, ce qui fait que quand on est habitué à ne pas s'identifier comme tribu, clan, famille, même le nouveau venu, tu ne sais pas lui poser la question parce que le voisin déjà, tu ne lui poses pas cette question ou quelqu'un qui habite à côté de toi, mais ce n'est pas celui qui arrive, qui par ailleurs te ressemble aussi. Tout à fait. Tu vas lui dire, tu viens d'où, qui es-tu? Ça en fait cette notion-là de te voir comme un étranger n'existe pas ici. Tu te promènes, tu ne vas pas sentir le regard qui sur toi de dire est-ce qu'il est d'ici ou pas. D'accord. C'est dans la conversation, vous pouvez, cette question peut être posée, mais dans une conversation quand on est assis. Mais sinon, on circule, on bouge, on fait nos affaires tranquille. Et en fait, il y a aussi un grand nombre de touristes européens ou américains qui viennent ici. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, bon, s'il y a à remarquer plus une différence, c'est par rapport aux touristes blancs, si je peux qualifier ça ainsi, mais moins encore à sentir une différence entre Africains. Donc ici, cette différence, elle est vraiment brisée. Et ça, c'est un point très important que tu soulèves. Parce qu'il y a beaucoup de tribalisme en Afrique. Parce que j'ai vu au Cameroun, au Gabon, d'où je suis originaire, on s'identifie beaucoup à je suis Fan, je suis Kounou, je suis Ewondo. Et c'est vrai que le fait de ne pas faire cette différence et se voir en tant que Tanzanien, Congolais ou Gabonais, ça enlève la séparation qui est entre nous. Absolument. Et en fait, c'est en vivant dans un pays comme celui-ci qu'on sait comprendre que c'est possible. Absolument. C'est un bon modèle pour le reste de l'Afrique, en fait. Pour l'Afrique, la Tanzanie et le Zanzibar, la Tanzanie comme union à Zanzibar, c'est un modèle pour l'Afrique. Réussi. C'est pas un modèle, c'est un modèle réussi de vivre ensemble et d'aller au-delà des clivages tribal, ethnique, quoi que ce soit. Ce qui est essentiel. C'est très essentiel. En fait, les nations pour se développer, le vivre ensemble est très important. Absolument. Oui, et le vivre ensemble qui est vécu en soi, mais qui n'est pas imposé ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est comme ça que tu te sens. Quand tu arrives sur l'île, c'est tout Africain de la diaspora qui arrive ici. Nous en avons maintenant beaucoup qui viennent de l'Amérique du Nord, des Nord-Américains. Ils sont nombreux qui ont commencé. Il y a par exemple une ville, il y a un endroit qu'on appelle Fumba Town ici. Nombreux ils sont maintenant. Ils ont acheté des maisons et tout. Oui, j'ai vu ça. Je m'excuse. Donc, ils sont nombreux qui sont ici. Quand ils arrivent, c'est cet attrait-là de se voir intégrer, faire partie de la société, de la communauté qui font que les gens disent « Tiens, je dois m'acheter un appartement ici ». Il y a peu de gens qui ont les moyens, qui arrivent ici et qui ne pensent pas avoir quelque chose ici. La preuve, je suis là maintenant, je suis en train de voir comment est-ce que je me trouve un petit bout de paradis à Zanzibar. Absolument. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, par exemple, mes amis, c'est des Noirs américains. J'ai pas vu beaucoup, peut-être parce que je me suis pas suffisamment baladée, beaucoup d'Africains, en fait, natifs qui sont ici installés. C'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Je pense aussi. En fait, j'avais une famille, j'ai reçu récemment une famille venant de la Côte d'Ivoire et une autre famille gabonaise qui fêtait ses 10 ans de mariage, qui sont venus ici. Et la famille... donc en fait, c'est rare. J'ai dit comment vous avez découvert ici. Il y a un Burkinabé aussi qui était ici qui me dit qu'il a découvert ça par TikTok. Donc l'information n'est pas là. Au niveau de l'Afrique. C'est maintenant, je me dis qu'avec ce que vous êtes en train de faire, c'est un début vraiment de faire connaître aux gens. Enfin, j'ai une anecdote. Il y a un artiste, un musicien américain, on lui a posé la question de savoir si vous aviez à choisir, vous avez voyagé, si vous avez à choisir un endroit où pouvez vous installer, où vous avez aimé le plus, quel est cet endroit partout? On lui a posé la question. Il a dit, j'ai un endroit, mais je ne veux pas le dire. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que je ne veux pas que tout le monde y aille. Finalement, ça va perdre sa beauté. Et il parlait de Zanzibar. À la fin, il a dit, c'est Zanzibar. Oui, en fait, c'est une question d'information.
En fait, le tourisme, et je suis confiant que dans les jours qui viennent, ou dans les années qui viennent, Zanzibar va être connu. Oui. Les gens vont de plus en plus découvrir à travers ce que vous faites ici et les gens qui visitent, mais c'est le manque d'informations. Le manque d'informations. Et il y a même des gens de la Tanzanie qui ne connaissent pas Zanzibar. Wow. Parce que j'ai vécu un peu à Dar es Salaam. J'ai des amis, ils sont arrivés une fois, ils ont été à Stone Town, ils sont rentrés, mais qui n'ont pas eu le temps de faire le tourisme sur l'île. Alors c'est une question d'information, mais aussitôt qu'on y arrive, on découvre que c'est quelque chose, on ne peut pas se passer de l'île. De cette île ici. Oh, complètement. Ouais. Ah, j'adore ce que tu as partagé jusque-là. Ouais. Gigi, pourquoi dans la restauration, l'hôtellerie, et pourquoi ce secteur? C'est ce que tu faisais déjà avant en Afrique du Sud? Pas du tout, pas du tout. Okay. J'étais en fait dans les secteurs miniers en Afrique du Sud. Oh. Oui, c'est pas un virage, un grand virage. Hein. Ok. Pourquoi? Parce que, à mon avis, j'avais toujours voulu avoir un endroit où je peux me poser dans le futur. Okay. Donc pour moi, je pense que je suis en train un peu de préparer le futur et celui de mes enfants. Et je suis en train de penser, l'idée était de dire que, écoutez, il faut avoir une petite partie de l'île aussi, s'installer ici et se projeter dans l'avenir, parce qu'à la fin, on aura besoin de se mettre quelque part et de ne pas voyager tout le temps et bosser tout le temps. Mais il fallait avoir une adresse. Et cette adresse, je l'ai trouvée ici. Okay. Et aussi, ça me plaît. D'accord. Je trouve que l'hospitalité, comme on dit, le secteur hôtelier, c'est un lieu de rencontre avec des gens. Okay. Et quand c'est comme un service. C'est un secteur de service. Okay. Et des fois, quand tu vois le sourire devant du client après qu'il ait passé une agréable soirée, et ça te fait du bien, quoi. Donc c'est humain. Donc il y a un rapport humain qui est intéressant dans le secteur hôtelier. D'accord. Et ça te permet justement de rencontrer des gens de tout horizon. De tout horizon et de partager avec et de garder un peu de l'heure quand ils partent. Hein. Tout à fait. Mais ce qui est dur en fait dans cette industrie, tu as des gens incroyables qui arrivent ici. Vous passez une bonne semaine ensemble et ils partent. Ouais. Et ça fait un peu de mal. Si, en tant que voyageur, je comprends ça. Ça fait un peu de mal parce que le peu de temps que vous passez ensemble, vous tissez des liens. Ouais. Et ces liens-là, vous avez envie de les garder. Tout à fait. Mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Mais il y a d'autres quand même on reste en contact, qui ne partent pas pour de bon. Donc, mais sinon, c'est déjà la première rencontre fait en sorte qu'on se rencontre une deuxième fois. Donc, la plupart promettent de rentrer. Donc, on aura le temps de les revoir, certains qui passent par ici. Voilà. Exactement. Et puis aujourd'hui, il y a réseaux sociaux. Ouais. Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Sur Instagram? On est sur Instagram, oui. D'accord. Ouais, voilà. Et pour créer une entreprise ici en Tanzanie, c'est facile pour quelqu'un qui vient d'un autre pays d'Afrique particulièrement? Absolument, c'est très facile parce que ici ils ont fait en fait c'est presque partout maintenant en Afrique qu'ils ont allégé les procédures ou la procédure pour ouvrir une société. D'accord. Donc il y a la loi est là, on fait suivant ce que la loi exige, mais sinon on prend un avocat local qui vous amène, qui vous montre toute la procédure, qui vous explique ce qu'il faut. Okay. Et c'est fait. Il n'y a pas d'obstacle. Et quand on crée une entreprise en Tanzanie et qu'on n'est pas originaire, même en tant qu'Africain, est-ce qu'il faut avoir un partenaire qui est local? Ok. Il y a dans le secteur hôtelier, c'est un secteur comme c'est sur l'île, hein, il est un peu protégé dans un sens que ils ont besoin que tu investisses à un certain seuil. Hein? Okay. Donc ici, il y a ce qu'on appelle ZIPA, c'est Zanzibar Investment Promotion Agency, l'agence de promotion d'investissement de Zanzibar. Hein. Il a des critères pour un étranger qui veut investir dans le secteur hôtelier et qui sont clairs quand vous venez, même si vous êtes étranger seul,
vous pouvez avoir une boîte à vous, Ok. seul, mais il faut investir À un certain seuil. à un certain seuil. D'accord. Mais un investissement qui n'est pas grand, Mhm. il te faut des partenaires locaux D'accord. pour cela. Mais au bout d'un temps, quand on fait de la procédure, Mhm. vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est faisable. D'accord. Ouais, c'est faisable. Gigi, on va continuer. Ok, Alors, y va. on s'est déplacé, on est vers un autre endroit. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu déjà? Et Ici, en fait, l'hôtel s'appelle Le Paradis Zanzibar. Ok. Dans Le Paradis Zanzibar, nous avons au total 12 chambres. Ok. Nous avons la maison ici que nous appelons le Heritage House. C'est Ok. une maison qui est ici en bas. D'accord. Pourquoi? Elle a une toiture en paille, c'est à l'ancien. D'accord. Et puis nous avons ce qu'on appelle le Lighthouse Tower. Et là où on était Là tout où à on l'heure, était hein. ici, c'est un peu une construction, une bâtisse moderne. Ok. Au-dessus de cela, comme vous avez vu vous-même, nous avons le Lighthouse Rooftop Bar. Ouais. Et ici en bas, c'est la piscine, c'est le bar, c'est le restaurant. D'accord. Et nous faisons des fêtes chaque samedi Chaque samedi, j'ai au entendu parler. Rooftop Bar. Et Ouais. c'est des fêtes qui connaissent Un grand succès. un grand succès, une bonne Ouais. participation. Beaucoup de gens viennent. Ok. C'est- Combien de personnes à peu près? On peut prendre 70-80. D'accord. Oui, et puis généralement le samedi, on commence au moment du sunset, Ok. coucher du soleil. Oui. Parce que nous avons une très belle vue de coucher de soleil à partir du Oh, rooftop. ouais. Et puis on continue jusqu'à vers 23h. D'accord. En fait, on appelle ça le pre-party Ok. pour les gens qui veulent aller en boîte de nuit. D'accord. En fait, cette île, au niveau du sud-est de l'île, ici Jambiani, Paje, Makunduchi, c'est un endroit de fête. D'accord. Ok. Ouais, c'est un endroit de fête, beaucoup plus. Les gens qui veulent s'amuser, c'est presque chaque jour de la semaine qu'il y a la fête de ce côté ici. Mais c'est ce que j'ai entendu Ouais. depuis que je suis arrivée. Ça s'appelle le tourisme de Ouais, fête. Ouais. Et donc nous faisons, le samedi, nous faisons un peu tôt Ok. pour que nous donnions aux gens la chance d'aller terminer leur soirée dans un club ou quelque D'accord. part ailleurs. Mais le tourisme ici, il y a quand même un niveau culturel assez élevé, Ok. où il y a la fête, la musique et tout. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Ok. Quand tu dis un niveau culturel par rapport à la fête, Ouais. ça m'intrigue. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Zanzibar est assez... ils ont une musique traditionnelle qu'on appelle Tarabu, qui est très connue ici en fait. Hein. Ouais. C'est en fait c'est l'ancien, c'est la musique traditionnelle de l'île. Comme vous avez le Sega à Maurice, le Maloya à Réunion. Ouais, hein. ouais. Ici, c'est le Tarabu. Et c'est une musique à influence swahili, Ok. qui pénètre un peu sur la côte de la Tanzanie, Tanga et ailleurs. Donc, D'accord. donc c'est une musique, c'est assez musical en fait. D'accord. Et il il faut que je recherche ça. y a un festival au mois de février ici, D'accord. qui est très connu, qui amène beaucoup d'artistes africains. Ok. J'ai vu que cette année, il y a Salif Keita qui va être là. Salif Keita. Ouais. Ok. Ouais. Ça s'appelle Sauti Aboussara. Ok. C'est un grand festival de musique ici. En fait, l'île est connue sur le plan culturel, qui a de la musique, J'ai jamais de entendu l'art parler culinaire. de ça, tu vois. Ouais. Ok. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré quelques difficultés? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à t'établir ici en Tanzanie? Bon, quand j'ai construit cet endroit, ici j'ai commencé à zéro. D'accord. Quand on commence la Donc tu as construction, construit cette partie. Ouais, j'ai Ok. commencé à zéro. D'accord. Quand on construit ici, deux fois on est limité par le matériel de construction, parce D'accord, que c'est-à-dire? deux fois il y a des produits que tu cherches que tu n'arrives pas à trouver, parce que nous Oh. sommes quand même sur l'île. Parce que c'est sur l'île. C'est hein. sur l'île, donc Ok. on n'a pas deux fois. Mais le gros, tu le trouves ici sur l'île. Ok. Mais je me dis que il y a des hôtels, mais il y a par exemple sur le nord de l'île ici, Mhm. il y a un hôtel en construction, il y a une chaîne qui est en train de construire un hôtel de 1000 chambres. 1000 chambres. Ouais. C'est qui? C'est des. C'est une chaîne internationale. Hein. Il y a le TUI, le nom, je sais que parmi la chaîne, il y a Est-ce un qu'ils groupe ne qui vont- s'appelle TUI. Hein. Je Est-ce crois qu'ils qu'ils ne sont vont pas faire néerlandais. une concurrence déloyale
Parce que quelqu'un qui est capable de faire 1000 chambres... Et ça, c'est un seul hôtel. Ils en ont un autre de 250 chambres. Donc, c'est un grand groupe qui bouge apparemment au niveau mondial 75 millions de personnes l'année. Wow. Donc, ils arrivent à channeler, à envoyer une bonne partie de leurs touristes sur l'île. Ouais. Alors, je me pose la question de savoir, une chaîne comme quand on construit 1000 chambres, s'il faut trouver tout le matériel ici sur l'île, ça ne doit pas être facile. Peut-être qu'ils en importent d'autres, mais vous parliez des défis. Vous pouvez vouloir un finissage de ces sources-là que vous ne trouvez pas ici nécessairement. Mais il y a d'autres mais comme vous avez remarqué, on essaie d'exploiter au maximum le produit local. Oui. On utilise le bois local, enfin des trucs un peu rustiques qui ont quand même un cachet de la Tanzanie. On peut vous montrer, nous avons les chambres ici d'en bas, les chambres de Heritage House qui sont décorées au style local. D'accord, donc Swahili Furnitures comme on appelle. Okay. Mais c'est fait tout le matériel, les chaises sont faites avec les kitenge, mais ça blende bien c'est un peu du modernisme. C'est moderne, c'est un peu moderne, un peu aussi traduit. L'autre chose que je voulais... Excuse-moi Gigi, moi je tutoie. Mais il faut me j'ai tutoyer. oublié le vouvoiement et tout. Non mais il faut y aller. Tu sais, quand on construit en Afrique, moi j'ai vu surtout l'Afrique centrale d'où on vient, Gabon, Cameroun et tout ça, les finitions en général sont un gros problème quand on fait des constructions. Qu'est-ce que tu as remarqué toi par rapport à la manière dont les Tanzaniens travaillent? Moi j'ai construit cet endroit pendant 3 mois. Pardon? 3 mois. L'immeuble, je l'ai fait dans 3 mois, Mais c'est un peu rare, mais je me suis dit que si j'ai traîné, plus on traîne avec les travaux, plus on est en cours de cours. Et vous verrez qu'il y a des maisons qu'on n'arrive pas à finir parce qu'ils ont tiré ça à la longueur. Mais c'était la façon dont j'ai conçu mon projet. Je voulais le faire rapidement et je payais par mètre carré surtout. Donc pour moi, j'ai pris une équipe avec un ingénieur qualifié, local, mais j'avais quand même le temps de recherche pour identifier la personne avec laquelle je travaillais. Mais je lui ai dit, écoute, moi je paye tout par mètre carré. Donc, quand on paye par mètre carré, c'est facile. Et quand on paye par travaux, les gens tirent ça à la longueur et ça vous coûte cher. Mais quand on dit, moi tu me fais la brique, par mètre carré je paye autant, ils ont tout intérêt d'aller rapidement pour finir les travaux et passer à autre chose. Très bonne, mais c'est l'approche que j'avais. C'est l'approche. Moi, j'amenais tout le matériel et faisais les travaux. Je payais que le labor, comme on dit. Donc d'accord. Toi, tu payais le labor et eux, en fait, ils s'occupaient de tout le matériel. Moi, j'ai amené tout le matériel. J'amenais tout le matériel sur le site. Et je payais que le labor de l'ingénieur et son équipe. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies vécu 20 ans en Afrique du Sud est quelque chose qui a beaucoup joué dans la connaissance et aussi la manière dont tu as développé ton projet ici? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, il faut s'informer. J'ai rencontré un entrepreneur, il est européen. Il s'est construit un restaurant vers Fumba Town, donc pas loin d'ici, à 1 heure d'ici. Il a confié les travaux à un ingénieur et il lui a fait un paiement. Il lui a dit, OK, fais-moi le restaurant. Et il est rentré en Europe. Naturellement, le gars n'a jamais fini, pour faire des travaux comme ça, il faut être présent. D'accord. Il faut soi-même être sur le terrain et suivre ça chaque jour. Tout à fait. Donc c'est pas délégué. Moi, je suis venu, je suis resté là-bas. Chaque jour, j'étais ici, j'avais une équipe, j'avais mon équipe qui surveillait le matériel. Donc je suivais Mais quand on se fixe les objectifs, il faut aussi pousser pour arriver à ces objectifs. Sinon, on peut rater les travaux comme ça. Tout à fait. Justement, une anecdote, c'est que nous, on a investi au Cameroun avec mon mari. On a 35 hectares de plantation, parce qu'on a fait dans l'agriculture, et 10 hectares dans son village. On a managé ça pendant 5 ans à distance. On a perdu énormément d'argent. Maintenant, on a compris que pour le moment, la plantation est en stand-by. Les plantations sont en stand-by jusqu'à ce qu'on vienne s'installer pour pouvoir suivre les travaux nous-mêmes. Parce que sinon, même pareil, nos maisons, on a des maisons qui sont à mi-chemin parce qu'on fait
On le fait quand on est sur place, on fait par étapes, et parce que c'est très difficile de confier à des personnes qui peuvent le suivre en fait de la manière dont toi tu le penses. Ça c'est en fait, c'est vraiment le secret des affaires. C'est-à-dire que j'ai un autre ami qui a investi dans le secteur hôtelier qui n'est pas loin d'ici. Lui, il travaille pour les Nations Unies, il est d'origine somalienne. Ils ont construit un hôtel pas loin d'ici. Ils ont confié ça à des gérants et ils n'étaient pas sur terrain. Ils ont perdu énormément, donc ils ont dû changer. Donc tout ça, ça te dit quoi? Ça te dit que pour des projets comme ça, au départ, il faut être là soi-même pour s'en occuper. Quand on a déjà trouvé une équipe capable, ce qui n'est pas évident des fois, de trouver une bonne équipe, donc trouver une équipe qui est capable de reprendre et de continuer et la suivre de près. Bon, on a presque fini. Merci beaucoup pour ton temps. Alors, les opportunités et conseils pour la diaspora. Pour quelqu'un de la diaspora qui veut venir investir en Tanzanie, figure-toi que dernièrement, je t'ai parlé de la conférence de Back to Africa de Philippe Simo. Et il parlait des pays qui sont prospères en Afrique où investir. La Tanzanie n'était nulle part. Tu vois, la Tanzanie n'est même pas classée quelque part comme un endroit où on peut investir pour la diaspora qui veut venir. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce que beaucoup ne connaissent pas la Tanzanie, par où commencer? Et pourquoi la Tanzanie serait un endroit où investir et dans quel secteur d'activité? En fait, pourquoi est-ce que la Tanzanie ne figure pas là-bas? Au départ, quand Nyerere, dans les années 60, ils avaient conçu un modèle de socialisme africain. Explique. Donc pour eux, ils pensent que ce n'était pas un pays qui était ouvert au capitalisme et à l'investissement. Il a tenté un modèle qu'ils appelaient le socialisme africain, mais qui n'avait pas vraiment qui n'avait pas marché. Mais sur le plan de cohésion sociale, qui a très bien marché, mais sur le plan de développement, il n'a pas tellement bien marché. Donc la Tanzanie a quand même connu un léger retard en termes de développement du secteur privé, aux capitaux surtout nationaux, par rapport aux autres pays. Mais depuis lors, ils sont ouverts. Ils ont dépassé. Ils ont dépassé. Mais le Zanzibar en particulier, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, ça, c'est une union de la Tanzanie et de Zanzibar. C'est l'union de la Tanzanie. Mais la Zanzibar a un président. Ils ont toutes les structures d'un gouvernement. Zanzibar? Ils ont un président, ils ont un parlement, ils ont tout, quoi. Oui, mais c'est une union entre les deux, mais qui laisse quand même une très bonne marge de manœuvre. Ils ont un service d'impôt propre aux Zanzibar. Oui, c'est en fait un État dans un État. Je ne savais pas. Je suis à Zanzibar, mais je ne savais pas. On est à la veille des élections, bientôt. Oui, donc ces élections, c'est Zanzibar. Oui, les élections, il y a un président. En fait, quand il y a les partis politiques, ils alignent un candidat. Un candidat de la Tanzanie et de Zanzibar sur un ticket. Donc, quand ils font des élections, toute la Tanzanie est élue. Donc, ils élisent le président de la Zanzibar et le président de... Donc, ici, on va élire un président de Zanzibar et dans le mainland, comme on appelle, on élit le président de la Tanzanie. Et ils sont sur un même ticket, quoi. Je affile silly parce que je n'étais pas au courant. C'est ça. Je ne savais pas. Donc, la maman, la présidente, elle est présidente de l'Union, mais en même temps, de l'Union de la Tanzanie et des Zanzibar, mais en même temps, la Zanzibar a un président à lui seul. Qui s'appelle Mwinyi. Ils ont un modèle très... Et il est différent, c'est pour cela. Mais je disais même en termes de développement accéléré, Zanzibar est en train d'avoir un type de modèle de développement accéléré par rapport au mainland, si on pose la question. Parce que c'est un peu petit. Et, ça appelle aussi beaucoup d'investisseurs. Maintenant, il y a le président actuel, il est très dynamique, il investit dans les infrastructures et il est en train de faire, comme il le disait eux-mêmes, another way of doing business. Une autre façon de faire les affaires. C'est un développement accéléré. Et Zanzibar est en train de se distinguer vraiment comme, en termes de développement, accéléré comme étant un modèle unique. En fait, le président actuel de Zanzibar, son papa a été président de la Tanzanie unie à l'époque. Donc,
il a grandi là-dedans. Il a grandi là-dedans, il a sûrement appris beaucoup de choses Ouais. et il est en train de bien faire. Est-ce que tu penses que c'est trop tard? Parce que quand je parlais à mes amies américaines chez qui je suis, j'ai pris un appartement. Ouais. Elles ont acheté avant le Covid. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, avoir du terrain à Zanzibar, ça coûte 6 fois plus cher. Si. Ouais. En fait, ça s'explique. Hein? Ouais. Et de plus en plus. Parce que c'est cette notion, les gens commencent à connaître Zanzibar. D'accord. C'est la loi de l'offre et de la demande. Absolument. Donc, plus de gens viennent converger vers l'île, les prix vont exploser. Tout à fait. Donc, si quelqu'un veut investir, c'est le moment. C'est le moment. Ouais, c'est toujours un moment. Il y a une fenêtre maintenant. Il y a encore une bonne fenêtre. Il y a encore une bonne fenêtre. Mais avec le temps, ça va être davantage plus cher. Ouais. Donc, il vaut mieux que je trouve mon appartement. Absolument, il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas rater l'occasion. OK. Aussi, s'agissant de ce point-là, il y a des zones un peu. Il y a de real estate qui sont en développement, qui sont encadrés par le gouvernement. D'accord. Quand on achète, ça te donne le droit de résidence. Oh, ouais. OK. Par exemple, le Fumba Town et tout ça, c'est toujours mieux pour quelqu'un qui vient à l'extérieur, qui veut s'établir. D'accord. C'est facile de venir, tu t'achètes un appart carrément, et puis tu es dans un endroit déjà. Tu peux mener les démarches pour être résident quand tu achètes dans ce. D'accord. Et pour toi, par exemple, pour nous qui sommes africains, on arrive là. C'est facile d'avoir la résidence en Tanzanie? C'est toujours 2 ans. Ça dépend. C'est toujours 2 ans? C'est toujours 2 ans jusqu'à ce que au-delà de 4 ans, 6, 5 ans, tu peux aspirer à une résidence permanente. Oh, ouais. Okay, mais c'est un processus. C'est la loi. D'accord. Mais 4 ans, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas long. D'accord. Et quels sont les secteurs d'activité ici que tu trouves plus prometteurs sur l'île ou même en... Moi, je me dis, quand je regarde Zanzibar, je me dis qu'il y a presque... Tout est vierge. Tout est vierge. En fait, il y a un secteur hôtelier en boom, et il faut l'approvisionner. D'accord. Par exemple, il y a beaucoup d'intrants qui sont importés pour le service, le service, le market. Il y a beaucoup d'imports. Il y a beaucoup d'imports de choses qui viennent de l'extérieur. J'ai des amis turcs qui arrivent. Ils viennent pour les vacances, ils arrivent, du coup, ils deviennent des fournisseurs des hôtels, soit différents produits. Ici, on peut, imaginez-vous un secteur hôtelier qui est assez élaboré, qui est assez large, qui est en croissance. Ils ont besoin de tant de choses. Un hôtel qui a 1000 chambres, ils nourrissent tout ce monde-là. Exactement. Et le tourisme. Donc il y a vraiment des marchés. Il y a des grands marchés en fait. Il y a des grands marchés. Le tourisme est là. Même le secteur alimentaire. Agricole. Parce que l'agriculture, tu m'as dit que c'était. Qu'est-ce qu'ils produisent le plus ici, tu dirais? Ici, l'agriculture est beaucoup plus sur le mainland qu'ici, que sur l'île. D'accord. Alors, est-ce que tu as un message pour les Africains de la diaspora qui rêvent de rentrer mais n'osent pas encore? Parce que toi, tu as été... J'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé, Gigi. Tu as vécu 20 ans en Afrique du Sud. Vivre en Afrique du Sud, c'est un peu comme vivre en Europe. Parce qu'honnêtement, voilà. Où est-ce que tu as été? Oh là là, où est-ce que j'ai été en Afrique, au monde entier? Dans le monde, Ah ben écoute, moi je pense que j'ai été... Là où je n'ai pas encore été, c'est en Chine et en Inde. Oh, la Chine est magnifique et l'Inde est magnifique aussi. Je n'ai pas encore été dans ces deux pays-là. Mais le reste, j'étais en Australie, j'étais un peu partout, en Europe, aux États-Unis et partout. D'accord. Le message que je puisse donner à la diaspora africaine. D'accord. D'abord, la diaspora africaine, c'est de leur dire que c'est le moment d'investir en Afrique. En fait, l'Afrique connaît un boom démographique énorme. Il y a la jeunesse africaine qui est d'abord éveillée et réveillée, qui commence à connaître ses droits et qui en exige, qui demande. Alors, plus on a une jeunesse qui exige et qui demande, les gouvernements sont obligés de subvenir à leurs besoins, sinon ça va créer des crises politiques et sociales. Tout à fait. Comme vous voyez le Gen Z. Oui. En fait, comment résoudre ce problème-là? C'est en investissant en Afrique. D'accord. Donc c'est en créant des opportunités pour les jeunes Africains qui ont du talent, qui ont le savoir-faire, qui sont
qui ont vécu dans les mondes assez développés et qui ont à ramener cette connaissance et le savoir-faire, cette expertise en Afrique. Ouais. Le moment, c'est vraiment celui-ci. Parce que nous avons une jeunesse, nous avons une population jeune et puis une main-d'œuvre qualifiée qui est adaptée, qui sait ce qu'il faut faire. Donc je me dis que ce qui leur manque, c'est des frères et sœurs qui ont la capacité, les moyens, qui ont la capacité d'élever des fonds et investir et puis grandir avec. Quoi. D'accord. Et puis des modèles tels que des toi. Modèles. Des modèles. Non, honnêtement, je suis vraiment... Merci infiniment de m'avoir donné du temps, mais j'aimerais quand même te demander encore 2 petites questions avant que tu partes. C'était tellement intéressant de discuter avec toi que j'ai pas envie d'arrêter l'interview, mais il faut le faire. Ça va. Hein, parce que, alors, comment tu vois ton avenir dans les 5 prochaines années? Ok. Nouveau projet, oui. En fait, derrière cet hôtel, j'ai 4000 mètres carrés. Oh, ok. Juste qui sont adjacentes à cet hôtel. Ok. C'est mon prochain projet. C'est aussi un hôtel? C'est un hôtel, je vais faire un hôtel. Je vais faire plutôt... C'est un hôtel, mais je vais faire des villas de 2 chambres pour peut-être de long stay, pour les gens qui veulent rester longtemps, des familles. Et ça, c'est un. Et puis, je vais rentrer dans le secteur des services ici. D'accord. Idéalement, ce que je veux, je suis pour parler avec un fabricant de vin. Oui. Et je vais le représenter sur l'île. Donc, c'est un des projets que j'ai. Quel vin? C'est un vin portugais pour le moment. Pourquoi un vin portugais? Parce que je voulais travailler avec un vin sud-africain. Avec Ils font du bon vin et surtout à moindre prix. Non, j'ai travaillé avec les Sud-Africains. D'accord. Et j'ai essayé un peu de comparer. J'ai même fait faire des échantillons. On l'a essayé ici. Ouais. Mais j'ai aussi rencontré un fabricant de vin portugais qui est déjà sur le marché africain, qui est déjà dans 5 pays africains. Business is business. Donc, business is business. Je trouve que la proposition qu'ils ont, était plus intéressante. Elle est plutôt intéressante. Je vais me lancer donc, je vais devoir me lancer dedans et rendre service parce que la consommation du vin ici est assez importante vu le nombre de touristes. Malgré le fait que pour les touristes. Pour les touristes. D'accord. On a presque fini. Alors, qu'est-ce que Zanzibar t'a apporté humainement? Humainement, ce que Zanzibar m'a apporté, c'est savoir se relaxer. Se relaxer. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Donc ici, on n'a pas. C'est vrai qu'on court tout le temps dans la vie, mais ici, c'est au moins pour une fois, tu peux te poser, tu te réveilles quand tu veux, tu fais un peu de promenade à la plage, mais tout en travaillant toujours. Donc on peut combiner l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. J'adore. Almost done, my darling. Et si tu devais résumer ton parcours en un mot, ce serait quoi? Mon parcours en un mot, intéressant. Intéressant, I love that. I love that. Gigi, merci infiniment pour cette interview. Ça m'a fait tellement plaisir de discuter avec toi. Merci. Donc, tu as un projet qui va commencer, un projet dans les prochains 5 ans. Donc, vu que je m'installe à Zanzibar de toute façon, tu auras d'abord le temps de venir passer une soirée avec nous ici. Oh, définitivement. Au bout des soirées avec nous. Ouais. Et après, on verra comment le projet. Si vous avez des questions là-dessus, si vous avez besoin de conseils, c'est pour cela que nous sommes là. D'accord. On est ouvert, à partager nos expériences avec les nouveaux arrivants. Oui. Pour justement faire en sorte que les Africains investissent en Afrique. Tout à fait. Famille, je suis sûre que vous avez adoré cette interview parce que c'est bien de voir un frère comme ça africain qui est venu sur le continent, a investi et a fait quelque chose de magnifique et de très très beau. Alors Gigi, on va mettre toutes tes coordonnées sur la page. Merci. Tu vas me passer ça tout à l'heure. Donc quand vous venez à Zanzibar, venez chez votre frère. Okay. Ça s'appelle le paradis Zanzibar. Le paradis Zanzibar, en plus c'est en français, donc vous n'allez pas dire que vous ne parlez. En un mot, le paradis. En un mot, voilà, le paradis, voilà. Ok. Écoutez, à très bientôt Gigi, et puis on se dit à la prochaine. Hein. Merci infiniment pour l'interview. Merci d'être venu. Merci, c'était un grand plaisir. Merci. Famille, à très bientôt.